Bienvenue dans Dossier Noir. Je suis Nicolas et je vous invite à découvrir une affaire qui a marqué l'histoire criminelle. Installez-vous, baissez les lumières et ouvrons le dossier. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier qui a profondément marqué les États-Unis. Une affaire qui a bouleversé les enquêteurs, choqué l'opinion publique et laissé une cicatrice durable dans la ville de Milwaukee. Lorsque le nom de Jeffrey Dahmer est évoqué, beaucoup pensent immédiatement à l'un des criminels les plus tristement célèbres du XXe siècle. Mais derrière cette affaire se cache une autre histoire, celle d'occasions manquées, de signaux ignorés et d'une enquête qui aurait peut-être pu s'achever bien plus tôt. Chapitre 1. 21 mai 1960. Jeffrey Lionel Dahmer naît à Milwaukee, dans le Wisconsin. Son père, Lionel, est chimiste. Sa mère, Joyce, traverse des périodes difficiles, marquées par des problèmes de santé et des tensions familiales. L'enfance de Jeffrey est souvent décrite comme solitaire. Il parle peu, il se fait peu d'amis. À l'école, il reste discret. Ses enseignants ne le considèrent pas comme un élève perturbateur, au contraire. Beaucoup le décrivent comme réservé. En grandissant, Jeffrey développe une fascination pour les animaux. Son père lui montre comment nettoyer les os d'animaux trouvés dans la nature afin d'étudier leur anatomie. Pour Lionel Dahmer, il s'agit d'un simple intérêt scientifique. Personne n'imagine que cette curiosité prendra avec le temps une dimension beaucoup plus inquiétante. À l'adolescence, Jeffrey s'isole davantage. Ses résultats scolaires baissent. Il commence à consommer de l'alcool très jeune. Certains camarades se souviendront plus tard qu'il arrivait parfois en cours après avoir déjà bu. Pendant que sa famille se désagrège peu à peu, Jeffrey s'enferme dans son propre monde, un monde que personne autour de lui ne semble réellement comprendre. Et bientôt, une frontière sera franchie, une frontière dont il ne reviendra jamais. Chapitre 2. Le premier passage à l'acte. Juin 1978, Jeffrey Dahmer vient d'obtenir son diplôme de fin d'études. Ses parents sont séparés. La maison familiale est presque vide. Un après-midi, un jeune homme de 18 ans, Stephen Hicks, fait de l'autostop sur une route proche du domicile des Dahmer. Jeffrey s'arrête. Il lui propose de venir boire un verre avant de reprendre sa route. Stephen accepte. Il ne sait pas que cette décision sera la dernière de sa vie. Les enquêteurs établiront plus tard que cette rencontre marque le premier homicide commis par Dahmer. Pendant plus de 13 ans, personne ne fera le lien. Aucune enquête ne permettra de remonter jusqu'à lui. Jeffrey Dahmer quitte ensuite le domicile familial. Il tente de reprendre une vie normale. Son père l'encourage à s'engager dans l'armée. Pendant un temps, il semble possible qu'il tourne la page. Mais cette stabilité ne durera pas. Quelques années plus tard, les disparitions recommencent. Et cette fois, elles seront de plus en plus nombreuses. Chapitre 3. Une double vie. À première vue, Jeffrey Dahmer tente de construire une vie comme les autres. Il enchaîne les petits emplois, il déménage à plusieurs reprises, essaye de se faire oublier. Mais derrière cette apparence discrète, une autre réalité s'installe. À partir du milieu des années 1980, les disparitions de jeunes hommes se multiplient autour de Milwaukee. Pour les familles, tout commence souvent de la même manière. Un fils qui ne rentre pas, un ami qui ne donne plus de nouvelles, un frère qui devait être de retour avant la nuit. Les enquêteurs ouvrent des dossiers, mais aucun élément ne permet encore de relier ces affaires. Pendant ce temps, Jeffrey Dahmer mène une existence presque invisible. Ses voisins le croisent dans les couloirs, ses collègues le décrivent comme réservé. Rien, en apparence, ne le distingue des autres habitants de l'immeuble. Cette discrétion deviendra son meilleur camouflage. Pendant plusieurs années, il échappe aux soupçons. Chapitre 4. Un mode opératoire qui évolue. Au fil des années, Jeffrey Dahmer développe une méthode de plus en plus organisée. Il repère principalement de jeunes hommes dans les bars et les lieux de rencontre de Milwaukee. Il engage la conversation, il se montre calme, poli. Il propose de poursuivre la soirée chez lui, parfois contre une petite rémunération pour poser sur des photographies. Une fois dans son appartement, il administrait des substances destinées à rendre ses victimes inconscientes et incapables de se défendre. Mais au fil du temps, son comportement évolue. Selon ses propres aveux,
Jeffrey Dahmer développe une obsession, empêcher définitivement ses victimes de le quitter. Au cours des derniers mois de ses crimes, il tente alors une pratique particulièrement inquiétante. À l'aide d'une perceuse électrique, il perce un petit orifice dans le crâne de certaines victimes encore vivantes afin d'y injecter différentes substances, notamment de l'acide ou de l'eau bouillante. Il espère ainsi créer une personne totalement soumise, incapable de partir. Chapitre 5. Les erreurs qui ont changé l'enquête. L'un des épisodes les plus marquants survient au printemps 1991. Un adolescent parvient à quitter l'appartement de Dahmer et se retrouve dans la rue, désorienté. Des passants alertent immédiatement la police. Lorsque les agents arrivent, Jeffrey Dahmer leur explique qu'il s'agit d'une dispute entre partenaires. Malgré les inquiétudes exprimées par les témoins, les policiers raccompagnent le jeune homme jusqu'à l'appartement. Ils repartent quelques minutes plus tard, sans inspecter les lieux. Des années plus tard. Cette intervention fera l'objet de nombreuses critiques. Une enquête interne sera ouverte. Les deux policiers seront sanctionnés avant d'être réintégrés par la suite. Pour les familles des victimes, cette décision restera l'un des plus grands regrets de toute l'affaire. Car si l'appartement avait été fouillé ce soir-là, l'histoire aurait peut-être pris une toute autre direction. Mais 2 mois plus tard, le destin offrira une dernière occasion aux enquêteurs. Et cette fois, ils ne repartiront pas les mains vides. Chapitre 6. Le 22 juillet 1991. La nuit est déjà bien avancée lorsque 2 policiers de Milwaukee aperçoivent un jeune homme courant dans la rue. Il est essoufflé, désorienté. Une menotte est toujours attachée à son poignet. Entre 2 respirations, il explique qu'il vient de s'échapper d'un appartement. Les policiers tentent de le rassurer. Quelques instants plus tard, un homme s'approche calmement. Il se présente, Jeffrey Dahmer. Son attitude contraste avec celle du jeune homme. Il parle d'une dispute, d'un simple malentendu. Les policiers décident malgré tout de vérifier. Ils accompagnent Dahmer jusqu'à son appartement. À première vue, rien ne semble inhabituel. L'endroit est sombre, exigu. L'un des policiers demande la clé permettant d'ouvrir la menotte. Jeffrey Dahmer indique qu'elle se trouve dans sa chambre. Pendant qu'il la cherche, un enquêteur remarque un objet posé sur une commode, un album photo. En l'ouvrant, il découvre des images qui ne laissent plus aucun doute. Il appelle immédiatement son collègue. Le ton change. Les policiers comprennent qu'ils ne sont plus face à une simple intervention. Ils interpellent Jeffrey Dahmer sur le champ. À cet instant précis, l'une des plus grandes enquêtes criminelles de l'histoire américaine commence. Lors de la perquisition de son appartement, les policiers découvrent plusieurs restes humains, ainsi que des crânes et des ossements soigneusement conservés. Les analyses montreront qu'il tentait parfois de nettoyer certaines parties des corps pour les préserver. Les enquêteurs retrouvent également un appareil photo et de nombreux clichés. Ces photographies, prises par Dahmer lui-même, permettront d'identifier plusieurs victimes et de confirmer une partie de ses aveux. Chapitre 7. Les aveux. Conduit au commissariat, Jeffrey Dahmer accepte rapidement de répondre aux questions. Pendant plusieurs heures, les enquêteurs l'écoutent raconter son parcours. Mais ils ne se contentent pas de ses déclarations. Chaque information est vérifiée, chaque disparition est comparée aux archives. Chaque élément retrouvé dans l'appartement est analysé. Au fil des jours, le puzzle prend forme. Les enquêteurs établissent que Dahmer est responsable de nombreuses morts commises entre 1978 et 1991. L'affaire prend une ampleur nationale. Les médias affluent. Les familles des disparus suivent chaque nouvelle annonce avec angoisse. Pour certaines d'entre elles, les réponses arrivent enfin. Chapitre 8. Le procès. En janvier 1992, le procès de Jeffrey Dahmer s'ouvre à Milwaukee. La question n'est plus de savoir s'il est responsable. Les preuves sont accablantes. Le débat porte principalement sur son état mental. La défense soutient qu'il souffre de graves troubles psychiatriques et qu'il ne peut être tenu pleinement responsable. L'accusation répond qu'il savait parfaitement distinguer le bien du mal. Après plusieurs semaines d'audience, le jury rend son verdict. Jeffrey Dahmer est reconnu pénalement responsable. Il est condamné à 15 peines de réclusion à perpétuité, auxquelles s'ajoutera une 16e condamnation pour une affaire jugée ensuite dans l'Ohio. Il ne retrouvera jamais la liberté. En novembre 1994,
Alors qu'il est détenu au Columbia Correctional Institution, Jeffrey Dahmer est agressé par un autre détenu. Il succombe à ses blessures le même jour. Avec sa mort, le dossier judiciaire s'achève. Mais pour les familles, le deuil continue. Chapitre 9. Derrière le nom. Lorsque l'on évoque Jeffrey Dahmer, son nom est immédiatement reconnu. Pourtant, il ne devrait jamais faire oublier ceux des victimes. Derrière chaque dossier se trouvait une personne, un fils, un frère, un ami. Des familles ont attendu pendant des années. Certaines n'ont appris la vérité qu'après son arrestation. D'autres ont dû reconstruire leur vie avec des réponses arrivées bien trop tard. Aujourd'hui encore, des associations rappellent que cette affaire doit être racontée avec respect, non pour entretenir la fascination autour d'un criminel, mais pour préserver la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. Chapitre 10. Ce que cette affaire a changé. L'affaire Jeffrey Dahmer a profondément marqué les méthodes d'enquête aux États-Unis. Elle a mis en lumière l'importance de mieux traiter les signalements de personnes disparues. Elle a également conduit à un examen critique de certaines interventions policières, notamment celle de mai 1991, afin de comprendre comment des occasions d'agir avaient pu être manquées. Elle rappelle aussi une réalité dérangeante. Les criminels ne correspondent pas toujours à l'image que l'on s'en fait. Jeffrey Dahmer n'était pas un inconnu vivant dans l'ombre. Il occupait un appartement au cœur d'un quartier habité. Il croisait ses voisins, il travaillait. Et pourtant, pendant des années, personne n'a mesuré l'ampleur de ce qui se passait derrière sa porte. Conclusion. L'affaire Jeffrey Dahmer reste l'une des plus étudiées de l'histoire criminelle américaine. Non seulement par le nombre de victimes, mais aussi parce qu'elle pose une question essentielle. Combien de vies auraient pu être sauvées si certains signaux avaient été pris plus au sérieux? Cette affaire nous rappelle que derrière chaque enquête se trouvent des familles qui attendent des réponses, des policiers qui cherchent la vérité et des victimes qui méritent de ne jamais être oubliées. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à partager votre avis et à proposer une prochaine affaire que vous aimeriez découvrir. À bientôt pour un nouvel épisode consacré à une autre grande affaire criminelle.